Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour Patrick. Bonjour Valérie. Comment allez-vous ? Et ça va très bien. Très bien. Toujours dans vos livres, toujours passionné de littérature. On vous retrouve tous les jours sur CNews avec un invité, un auteur. Et puis, on va vous retrouver tous les dimanches cet été sur France 5 pour une collection remarquable, Une maison, un artiste, écrivain, chanteur, peintre. Vous allez nous faire découvrir un artiste à travers sa maison. Il y en aura 11, c'est cela ? Exactement. Et ça fait 10 ans que ça dure. Oui. Donc vous voyez, au terme de la saison, on aura fait une centaine, 101 artistes différents. 120... Au début, les 2 premières saisons, ce n'était que des maisons d'écrivains. Oui, je me souviens très bien. Puis après, j'ai élargi à l'ensemble des artistes, que ce soit des peintres, des metteurs en scène, des acteurs, enfin des gens de toute nature. Et puis j'ai même rajouté cette année des maisons, une maison, une légende. Là, des gens comme j'avais déjà fait le général de Gaulle, mais là il y aura Churchill, si tout va bien, si le Covid nous permet de tourner en Angleterre, et il y aura également un Clémenceau, donc voyez, on revisite l'histoire grâce à ces maisons. Alors comment ça se passe ? Est-ce qu'on vous ouvre facilement les portes de ces demeures ? Elles ne sont pas toutes accessibles. Moi j'ai vu l'épisode qui va passer dimanche prochain, Georges Lautner. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ce moulin dans lequel il a vécu. Oui, alors vous avez raison de souligner la difficulté. En fait, la difficulté, c'est les choix, évidemment, moi j'ai envie de tout faire, à condition que les artistes ne soient plus de ce monde. Mais en revanche, après, quand vous avez à discuter avec les ayants droit, avec les gens qui s'occupent de la succession, etc., ou ceux qui ont racheté la maison et qui l'ont transformée complètement et qui font que finalement il n'y a plus l'âme originelle, là ça devient difficile. Parfois on essuie des refus, mais la plupart du temps les gens sont très très sympas à notre égard parce que depuis 10 ans ils voient le travail qu'on fait et on honore toujours ces grands disparus. Et c'est vrai qu'on raconte au fond l'itinéraire de la création grâce à une maison. On comprend mieux les personnages qui ont habité et même parfois hanté cette maison à travers leur demeure. Qu'est-ce que ça dit ? Pardon, qu'est-ce que ça dit, une maison ? Alors bon, ça fait, moi je la suis, votre série, mais pour expliquer peut-être à nos auditeurs qui la découvriraient, qu'est-ce que ça dit, une maison d'un artiste ? C'est un lien très fort. Vous m'avez cité Georges Lautner. Georges Lautner, il commence par un film qui marche plus ou moins bien, puis assez rapidement, il fait un immense succès, alors que les gens n'y croyaient pas. Il s'agissait d'adapter un roman d'Albert Simonin, Grisby en d'autres Grisby, et ça devient ce qu'il a appelé les tontons flingueurs, et depuis, gros succès. Et donc lui se dit, parce que j'ai du succès, les gens vont venir à moi. Je ne vais pas aller frapper aux différentes portes de la Gaumont, d'ailleurs, des artistes et tout ça. Je ne vais pas monter à Paris. Je vais rester dans mon moulin à Grasse. Et donc, tout le monde va venir à moi. Et c'est ça qui raconte toute une bande. Et au fond, il a toujours les mêmes équipes techniques. Il a la chance de pouvoir tourner avec les plus grands acteurs. Mais ça, c'est parce qu'il a choisi de les faire venir à lui. Auparavant, Hemingway, c'est autre chose. C'est une maison qui est ouverte à tous les vents, avec plein de chats. Il avait déjà beaucoup de chats, et il y en a toujours. Des chats qui sont des descendants pratiquement des chats de bien connu Ernest Hemingway. Là, c'est sur les Keys, vous savez, à l'extrême bout de la Floride. Là aussi, ça dit beaucoup de ce goût qu'il avait. Ça a été important, dans sa vie, là, pour le coup. Et pour l'alcool, oui. Mais il y a une vraie injustice, en fait, Patrick Poivre d'Arvor, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de maisons qui ne sont pas au soleil, qui ne sont pas dans le Nord ni en Bretagne. Quand je regarde toute la liste, les artistes ils vont plutôt dans le Sud, non ? Oui, mais si vous regardez bien, vous aurez en 3e numéro Rubens. Donc on ne peut pas dire que les Pays-Bas ce soit un climat très septentrional, mais assez souvent, vous avez raison, il y a beaucoup d'artistes qui choisissent le Sud
Pas obligatoirement parce que c'est leur racine, mais parce qu'ils ont besoin du soleil, quoi. Voilà, c'est sûr. Le choix se fait comment? Parce que c'est très éclectique. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les 2 premières années, vous n'avez suivi que des maisons d'écrivains. Là, on est avec Rubens, Daniel Darieux, Nino Ferrer, le peintre Miro, il y aura Guy de Maupassant, Marie-Josée Natte. Comment vous faites ce choix? Ce sont des gens qui vous parlent, que vous aimez? Oui, alors pour certains nombres d'entre eux, j'ai bien connu Daniel Darieux, j'ai très bien connu Marie-Josée Natte, que j'aimais beaucoup, puis qui nous a quittés il y a peu de temps et qui habite une maison invraisemblable à Bonifacio. Encore, c'est incroyable. On va tomber dans la mer. Dans le port, tellement elle est haute et perchée en surplomb. Voilà, il y a ça, et puis il y a le désir d'être, Miro, faut tourner en Espagne, Hemingway, faut tourner en Floride, Rubens aux Pays-Bas. Bon, vous voyez, il y a des problèmes de coûts aussi, de ci, de là. Puis il faut qu'il y ait des femmes, on essaie de faire un mix. Et vos journalistes ne sont jamais tombés sur des fantômes dans les maisons des artistes, hein. Mais il y a peut-être leur âme qui est là. Ah, moi je pense comme vous, et je suis absolument persuadé, pour en avoir très souvent, je fais des pré-repérages, vous voyez. Par exemple, je suis allé dans la maison de Mallarmé, la maison de Jean-Jacques Rousseau, pour peut-être des numéros à venir l'année prochaine, si par chance on a à nouveau cette émission. Eh ben, je pense qu'en effet, j'ai senti la présence de Mallarmé, la présence de Jean-Jacques Rousseau, pas uniquement parce qu'on me l'écrivait, parce que je sentais qu'ils étaient là. Et il y a des lieux qui sont très, très, très inspirés. Ouais. Alors moi, je voulais savoir aussi, est-ce que, parce que c'est une très bonne idée que vous avez eue, est-ce que le format s'exporte? Est-ce que les étrangers sont intéressés à faire également les maisons de leurs artistes à l'étranger? Oui, le format, c'est intéressant que vous me posiez cette question justement maintenant, et il se trouve qu'on est en discussion avec un certain nombre d'étrangers qui souhaitent le faire à leur tour. Notre seul petit problème, nous, c'est qu'on a des archives, vous voyez, qui coûtent assez cher. Donc, on a signé pour des accords en France, simplement, donc ça rend parfois la chose un petit peu difficile. Ouais. Vous lisez toujours autant? Ben oui, et ça, je sais que c'est une passion commune que nous avons, Valérie. Et bien sûr, oui, parce que d'abord, je reçois quand même un auteur par jour. Ouais. Et puis ensuite, ça a été ma passion. C'est ce qui m'a fondé, c'est ce qui m'a permis d'être un peu ce que je suis. Et puis, c'est ce qui me permet aussi de continuer à écrire, parce que j'écris aussi beaucoup. Oui, vous écrivez Juste avant le confinement, j'avais sorti un livre chez Grasset, qui s'appelle L'Ambitieux. Ouais. Et puis là, pendant le confinement, j'ai peaufiné un livre sur la Bretagne qui va venir en octobre. Oui, il y a encore des choses à dire sur la Bretagne. Vous n'avez pas tout dit. C'est un livre sur la Bretagne, c'est pas un roman. Ah non, là c'est un livre sur la Bretagne, mais ça va s'appeler La Bretagne au cœur, c'est très personnel. Vous voyez, je raconte ma Bretagne telle que je l'aime, enfin voilà, et je raconte... justement, c'est pour vous faire plaisir. Il n'y a pas que la Méditerranée. Absolument. Et puis, comme on le sait, très souvent en Bretagne, il y a beaucoup plus de soleil qu'à Marseille, par exemple. Ça a été statistiquement prouvé l'année dernière. L'Ambitieux, votre livre, du coup, a été une des victimes du Covid, comme hélas de nombreux auteurs qui sont parus début mars. C'est terrible. Nous, on fait tout pour relancer, reparler de ces livres. C'est un peu dur. C'est dur, ça. Bon, en même temps, je me console en disant que le livre existe, quoi. Ouais. Mais bien sûr qu'il n'a pas eu toute sa chance. Il a été super bien reçu quand il est sorti, sauf qu'il est sorti, il a pris l'air pendant une semaine, et puis après, il est rentré. Mais il est toujours en vente ou pas? Non, c'est ça, c'est qu'après, il y a un tel rythme aujourd'hui de publication des livres qui fait que les libraires les renvoient et que le livre est... Et il y a tous ceux qui suivent, là, ça fait la queue derrière. Ben oui. Donc je peux me mettre à la place des éditeurs et des libraires, mais enfin c'est dur parce que c'est un peu au fond un livre morné, quoi. C'est absolument. Un livre qui n'a pas eu toute sa chance, mais c'est pas grave, il existe. Il existe et il existera peut-être en poche, qui est une seconde vie pour les. Je lui souhaite d'avoir pour les livres. Une belle vie. Le roman précédent, À la vengeance du loup, avait très bien marché. Et là, c'était la suite, justement. C'était la suite. Donc, effectivement, je me souviens. L'ascension d'un petit garçon qui veut devenir président de la République.
Et puis, une petite question média, vous n'échapperez pas. Comment vous vivez cette époque des chaînes info où c'est plutôt les réseaux sociaux qui font l'info que l'AFP? C'est une époque qui vous plaît ou vous regrettez la vôtre? Je peux pas dire. Non, je peux pas dire que ça me plaise parce que je considère que parfois il y a une sorte de dictature d'une actualité imposée et celle-là on va la creuser, on va la rebattre, on va jusqu'à ad nauseum. Et puis après on va passer à autre chose en oubliant qu'il y a eu des choses avant. Non, mais je trouve que ça ne nous permet pas la mesure et c'est ça qui est dommage. Alors évidemment, il vaut mieux trop d'infos que pas d'infos, comme dans un certain nombre de dictatures, et ça, hélas, je vois bien qu'en Chine ou ailleurs, on vit pas formidablement ça. Mais quand même, là, cet amoncellement d'informations me gêne un petit peu. En plus, parfois, un peu trop formaté. Trop formaté. Vous, quelque part, vous pensez que vous auriez été malheureux si vous aviez été aujourd'hui à la tête d'un journal? Disons que je suis heureux d'avoir vécu la période que j'ai vécue. Ça, c'est vrai. Et vous vous appelez Sud Radio, il y a des accents chez vous, il y a des gens qui ont des histoires. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus d'accent à la télévision, il n'y a plus de liberté commune, tout le monde se ressemble. Et puis de liberté de ton, liberté éditoriale qu'on a, nous, sur Sud Radio, je le redis, et c'est un luxe inouï, parce que je vois ce qui se passe dans certains nombres de rédactions où les choses sont beaucoup plus contrôlées, formatées que ça ne l'a été. C'est très étrange d'ailleurs, plus on a eu de sources d'informations, que ce soit d'ailleurs radio, télévision ou autre, moins on a eu une vraie liberté. Bon, n'exagérons pas, c'est pas non plus le pays de la censure, mais simplement c'est une sorte de tout se ressemble, tout est nivelé, et je trouve ça vraiment regrettable. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un sursaut des journalistes, même si eux, très souvent, sont dans des situations précaires, donc ils ne peuvent pas trop se plaindre, parce que sinon ils prennent la porte. Mais il faut quand même qu'on aide ce métier à revivre et pas uniquement à cacter derrière les réseaux sociaux pour mais le problème, c'est que souvent les journalistes eux-mêmes sont assez formatés et assez, dans le côté mainstream. Il y a leur formation dans les écoles de journalisme. Moi, je me souviens avoir démarré avec des gens qui n'avaient parfois pas leur bac, qui étaient des anciens médecins, qui étaient des gens de toute nature, qui arrivaient de la pub, des choses. Aujourd'hui, tout le monde vient à peu près de la même formation. Donc, c'est un peu naturel qu'ils se ressemblent. Mais d'un autre côté, vous ne trouvez pas que les politiques n'acceptent plus d'être confrontés aux journalistes, qu'ils n'ont plus le même langage? Il y a du marketing derrière. Moi, je trouvais que les interviews que vous faisiez des politiques étaient différentes de celles qu'on fait maintenant. On a l'impression que c'est le politique qui a la main sur le journaliste, non? Il y a malheureusement en effet ce phénomène des éléments de langage là, qui est épouvantable, où tout le monde se refile les trucs à dire, et donc il n'y a aucune espèce de sincérité, notamment au lendemain d'une élection. Là, on vient de dire ça pour les municipales, où tout le monde doit dire le même truc, et ça c'est dommage. Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à rentrer dans le lard, pas hésiter non plus à être impertinent, et je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait moins de spontanéité, pas de grain de sel ou de grain de poivre, mais je pense qu'il faut de temps en temps assaisonner quand même ces hommes politiques qui sont suffisamment forts pour tout encaisser. Donc, moi, j'hésitais pas à le faire. Parfois, ça m'a valu quelques ennuis, mais au moins, je me suis ébroué comme je l'entendais. Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Vous la regardez, la télévision? Je suis désolé, Valérie, mais je la regarde pratiquement pas. Non, je ne vais pas être désolé, mais c'était une question. C'était déjà le cas quand j'y étais, quand je présentais le journal télévisé. Comment vous dire, pendant le confinement, j'ai adoré regarder des très vieux films, des films en noir et blanc. Ça m'a plu, mais pour le reste, non, j'ai pas
Comme j'écris, il faut bien que je trouve du temps pour écrire. Hein, et puis livre un auteur par jour, donc sur CNews, on le rappelle, donc ça occupe. Faut lire. Voilà. Et puis donc on aura le plaisir de vous retrouver, d'entendre de votre voix tous les dimanches soirs sur France 5. Ernest Hemingway, c'était dimanche dernier. Le Moulin de Georges Lautner, regardez-le parce que il y a des extraits évidemment formidables. Puis vous avez trouvé des choses très anciennes, en plus des documents très étonnants dans ce documentaire. Ensuite, ce sera Pierre-Paul Rubens. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, Zola, Daniel Darieux, Nino Ferrer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrick Poivre d'Arvor. Très bel été. Merci à vous. Et puis, à la rentrée, on se refera un petit point. Si vos auditeurs veulent récupérer Hemingway, ils peuvent le faire avec sur le replay suivant à 20h. Ah, c'est parce que ça va être rediffusé. Voilà, c'est rediffusé. Plusieurs fois. C'est à 22h35 et le samedi suivant à 20h sur France 5. Très bien. Merci à vous. Bel été à vous. À bientôt, Patrick. Au revoir. Au revoir à tous les deux. Au revoir.